Dans les films de science-fiction, il y a les classiques comme 2001 au-dessus de l'espace ou Solaris, des films qui transcendent le septième art, qui repoussent les limites non seulement de l'art, mais de la philosophie, qui peuvent changer votre vie, là, vous faire voir de nouveaux horizons, voir toute l'existence au complet sous un jour complètement nouveau. Ce genre de classiques-là. Puis il y a des classiques comme Plan 9 from Outer Space ou Robot Monster, des films qui sont légendaires pour leur médiocrité, là, leur totale absence de qualité. Le film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon, c'est un film comme ça, quoique des qualités, j'en ai trouvé, j'en trouve toujours, j'en ai trouvé quelques-unes même. Et ce film-là, c'est vraiment un film légendaire, c'est Attack of the 50-Foot Woman de 1958 de Nathan Hertz. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je voulais voir ce film-là. Je l'ai finalement regardé cette semaine. Et disons que la réputation du film n'est pas surfaite. On n'a pas exagéré les mérites du film. Mais avant d'aller dans les détails, qu'est-ce que ça raconte? Ben, étonnamment, c'est avant tout une sorte de film noir. Ça raconte l'histoire d'une millionnaire, mais elle a 50 millions. On nous dit que sa fortune est de 50 millions, mais en 1958. Donc, ça doit probablement valoir au moins 500 millions de nos jours. Elle est vraiment pleine aux anses. Elle est alcoolique. Elle a été internée dans un asile psychiatrique et elle est mariée à un gigolo. Et ce gigolo-là, qui la trompe allègrement, qui la manipule, etc., ben, il y a une maîtresse, la sulfureuse, j'oublie son nom, mais qui est jouée par Yvette Vickers. Les deux complotent pour tuer notre malheureuse millionnaire. Puis probablement qu'il réussirait, sauf qu'il y a un petit détail, c'est que notre millionnaire alcoolique est à moitié folle, malheureusement, ben, elle rencontre une soucoupe volante, un satellite, qui s'appelle ça dans le film. Et dans ce satellite, il y a un géant extraterrestre. Il est chauve, il a l'air d'une sorte de chevalier de très très bas étage dans une production hyper cheapo. Et son véhicule, on apprend plus tard que sa soucoupe volante, carbure au diamant. Or, notre femme richissime, elle porte autour du cou l'étoile de l'Inde, n'est-ce pas? Le plus gros diamant au monde. Elle le porte comme ça quand elle va au diner ou chercher des beignes, n'est-ce pas? Elle a autour de son cou là, ce pendentif avec le diamant le plus gros au monde. Les deux se rencontrent, la femme millionnaire puis le martien. Et elle est terrifiée. Il y a toute une série de mésaventures, mais éventuellement, c'est ça. Le martien prend le pendentif de la millionnaire et il la graphine en même temps. Et à cause des radiations et des rayons cosmiques, c'est ça, elle se lève le lendemain matin, elle se réveille le lendemain matin. Et elle mesure désormais 50 pieds de haut, comme sur l'affiche. C'est 50 ou c'est 30, ça change, là, mais on y reviendra tantôt. On la voit quasiment pas, mais on l'entend beaucoup, et ce qu'on l'entend dire, c'est « Où est mon mari? » Parce qu'elle sait qu'elle se fait tromper, puis elle est vraiment, vraiment pas contente. Et éventuellement, elle se sauve, et elle va chercher à se venger, et idéalement à récupérer l'amour de son mari, qui fait 10 fois moins de hauteur que elle. Est-ce qu'elle va parvenir à retrouver l'amour de son mari, étant désormais cette femme colossale? Ben, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Attack of the 50-Foot Woman. Mais les films de géants comme ça finit rarement bien. Disons qu'il y a un petit peu de King Kong dans notre histoire, si vous voulez. Alors, vous verrez bien. Sans plus tarder... Pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon. Non, c'est pas bon. Soyons sérieux. C'est mauvais. C'est lamentable. C'est extraordinairement pas bon. Mais il y a des qualités véritables. J'en ai trouvé des vraies. Là. Sur le côté pas bon, j'y reviens dans mon troisième point parce qu'il faut parler du côté psychotronique du film, mais je vais finir avec ça. La première qualité véritable du film qui m'a beaucoup surprise, c'est que c'est un film noir. Je m'attendais pas du tout à ça, je le savais pas en commençant à regarder le film. Ça détonne pas énormément de films comme, mettons, The Pushover ou... c'est bon, j'ai DOA qui me vient en tête, là, deux films qui sont nettement supérieurs à celui-ci. Mais ce climat-là de relations sexuelles sulfureuses et torrides, puis de triangles amoureux, puis de meurtres ou de
de complot pour assassiner quelqu'un pour sa fortune, etc. Ben, tout ça, c'est ça. Ce climat de film noir, c'est essentiellement ce que le film cherche avec une désinvolture extrêmement maladroite et désintéressée, cherche à reproduire néanmoins. Puis il parvient quand même. Puis j'ai bien aimé ce mélange-là de films noirs. En vérité, c'est principalement un film noir dans lequel on a rajouté un martien, une soucoupe volante hautement discutable, puis une affaire de géant comme Amazing Colossal Man. C'est sympathique. C'est une bonne manière de construire une intrigue et les éléments de science-fiction, je vais quand même dire ça, sont intégrés à l'aspect film noir de manière extrêmement efficace, ultimement, habile et intelligente, là, si on veut, dans la mesure où, parce que la femme alcoolique a vu un ovni, son mari qui l'avait fait interner dans un asile psychiatrique se dit « Ah, je vais pouvoir utiliser ça contre elle ». Puis ce genre de détails-là, OK? Ça me fait penser un petit peu aussi à, je pense, Four-Sided Triangle. J'ai fait de mémoire, un film de la Hammer, qui a un peu ce genre de mélange-là de film policier, film science-fiction. Les deux sont comparables parce qu'il y a ce mélange-là, cette intrusion intéressante de thèmes de science-fiction dans un film qui pourrait par ailleurs être complètement autre chose. C'est intéressant. La deuxième raison, c'est que le personnage de la femme est super intéressant, j'ai trouvé. Je me suis surpris à trouver que il y avait beaucoup de profondeur puis de nuances dans ce personnage-là. Parce qu'on parle de une millionnaire alcoolique dans la genre trentaine, fin trentaine, extrêmement désagréable, qui a déjà viré folle, qui est mariée avec un gigolo qui la manipule complètement, puis bon, il se chicane énormément, mais si je vous dis ça, si je vous présente ça comme ça peut avoir l'air beaucoup plus caricatural et grotesque que ce que le film en fait finalement. Puis moi, même si il est assez évident que le film n'avait aucune prétention artistique, puis j'ai lu dans mon exemplaire ici de Keep Watching the Skies Volume 2, où il y a un excellent bouquin là, oui, qui recense tous les films de science-fiction de, je pense, 58 à 62, puis il parle là-dedans de Attack of the 50-Foot Woman, puis il mentionne que tout le monde qui est impliqué dans la production, essentiellement, c'est une production au-delà de cynique. C'est un film qui avait aucune intention artistique ou philosophique. C'était purement un truc commercial. Ils se sont dit, on va mettre une femme géante avec un gros décolleté sur l'affiche, puis on va attirer les gens comme ça. À tel point qu'il y avait un budget de 75 000 $ et il aurait pu avoir 10 000 $ de plus. En fait, ils ont dépensé juste 65 000 $. Puis ils ont choisi de ne pas dépenser le 10 000 $ de plus parce que ils s'en foutaient. Parce que ça les intéressait. Ils trouvaient pas que ça valait la peine. Genre, à quoi bon, tu sais. Donc, il n'y avait vraiment aucun souci, là. Il n'y a aucune préoccupation, là. C'est un film bâclé. Mais le personnage de la femme a quelque chose de très torturé, puis qui m'est apparu sincère. Puis c'est ça qui m'a étonné. J'ai pas vu, là... la caricature de la femme acariâtre qui crie beaucoup, mais c'est ça qu'elle fait. Mais je ne l'ai pas perçue comme une caricature. Puis c'est probablement parce que l'actrice qui joue, c'est Alison Hayes, je crois, quand on lit des recensements sur le film, elle est souvent mentionnée comme un des points forts du film avec Yvette Vickers, là, qui joue la maîtresse du mari, là. Elle fait un très bon boulot à Alison Hayes, puis elle réussit vraiment à transmettre là, le déchirement intérieur de cette femme-là. Puis encore une fois, le film n'est pas bon, là, soyons sérieux, là, mais elle est bonne, puis elle apporte à ce personnage-là. Moi, j'ai trouvé beaucoup de véritable pathos, et m'a-t-il semblé à moi, en tout cas, une profondeur véritable, une profondeur humaine véritable. Peut-être que j'étais de bonne humeur quand je l'ai vu, mais j'ai ressenti ça. Fait que ça m'a étonné. Puis ça m'a étonné d'autant plus que j'arrive enfin au point, on va appeler ça psychotronique. Comme je dis toujours, je mentionne, moi je cherche toujours 3 qualités. C'est la formule de la chaîne ici. Je cherche 3 qualités au film dont je parle. Puis règle générale, je cherche des vraies qualités, là, OK? Genre pas au second degré. Mais ici, le film est un monument du psychotronique
Okay? Au même titre que Plan 9 from Outer Space ou Robot Monster dont je parlais en introduction. Le film est légendaire pour ça, en bonne partie à cause de son affiche. Puis honnêtement, j'ai pensé faire un point pourquoi c'est bon uniquement avec l'affiche, parce que c'est une des meilleures affiches de science-fiction des années 50. Là, je ne l'ai pas sur mes murs, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Le film a une profonde charge psychotronique, / nanar, / c'est tellement mauvais que c'en est drôle. OK? Puis ça va de l'extraterrestre chauve qui a vraiment pas l'air d'un acteur professionnel, il faut le dire, avec un costume qui est vraiment hyper boboche. Puis j'aime pas ça casser du sucre sur le dos des films. Moi, je cherche vraiment les qualités, c'est ça que j'aime. Mais ici, il faut le dire, là, ça fait, on est allé acheter un costume d'Halloween de 1950, puis on a mis ça sur le dos, là. Tu sais, bon, puis les effets spéciaux sont parmi les pires que j'ai vus de ma vie. Toutes les séquences de gigantisme, là, c'est fait avec des superpositions, et l'extraterrestre géant et la millionnaire, la femme géante, sont transparents. Dans ce bouquin-là dont je parlais tantôt, l'auteur cite une entrevue du producteur, une entrevue qu'il avait donnée avec Fangoria, où est-ce qu'il mentionne que non, c'est par exprès que c'est transparent, on aimait l'effet que ça donnait. Je suis extrêmement sceptique. Je le crois, disons, par charité, on va dire que je le crois, mais le fait est que quand la femme géante, par exemple, ramasse une voiture pour la garrocher à quelqu'un, ben, la voiture aussi est transparente. Puis moi, ça m'indique qu'ils se sont juste pas forcés, là. Sûrement qu'ils se sont dit « Ah, bah, c'est cool, on va dire que c'est un effet de radiation, là. » Ouais, j'ai pas de doute qu'ils se sont dit ça, mais ça marche pas. Puis, tu sais, tout ce qu'on voit vraiment... On voit des fois la femme géante qui marche, là, puis elle change de taille à chaque plan, là. D'un plan à l'autre, il y a un plan où est-ce qu'elle fait 50 pieds de haut, puis l'autre plan, elle fait 30 pieds de haut, puis elle est devant le café, puis elle fait... C'est ça, il n'y a aucune... L'échelle change tout le temps. Puis tout ce qu'on voit de elle, c'est sa main géante. Okay? On voit la main du martien, puis on voit sa main à elle, puis c'est une main en caoutchouc géante. Quand c'est la même main qu'ils utilisent. Quand c'est le martien, il rajoute du poil sur les doigts, du poil extrêmement pas très convaincant. Puis quand c'est elle, il enlève le poil, mais la main en caoutchouc, là, on voit que c'est du caoutchouc parce que les doigts gigotent. Okay, ils sont vides, puis c'est fou, là, c'est dingue. On voit cette main-là enchaînée dans la chambre à coucher quand madame se réveille. Je vais finir là-dessus sur le truc psychotronique, mais tout est de ce niveau-là, essentiellement, au niveau de la production. Le dialogue est souvent réputé comme étant pas terrible. Moi, honnêtement, je ne l'ai trouvé pas si pire que ça, mais certainement au niveau logique, c'est surtout ça, pire encore que les effets spéciaux, c'est ça, au niveau logique, la femme géante se réveille dans sa chambre à coucher. La veille, elle s'est couchée, elle faisait 5 pieds de haut, puis là, elle fait 50 pieds de haut, mais elle tient encore dans sa chambre. Mais pensez-y, là, c'est comme le Tardis, là, finalement. OK? Puis tout le monde rentre, là, son mari, puis l'infirmier, puis c'est son majordome, puis tout le monde, ils font des faces, là, de bon. Mais elle est étendue sur son lit, étendue de ses 50 pieds dans sa chambre, qui fait probablement 10 pieds de haut. Donc, ça nous fait poser de sérieuses questions. Fait que c'est n'importe quoi. Puis, si vous cherchez un film des années 50 qui est complètement n'importe quoi, si vous cherchez un film qui est à la hauteur, donc, de sa réputation de série Z risible et ridicule, ben, c'est ça que vous cherchez, là. C'est Attack of the 50-Foot Woman. Vous allez être servi. Honnêtement, j'ai trouvé ça pire que Plan 9. Mais Plan 9, j'ai une affection. J'ai un petit fait pour Plan 9, je l'avoue. Ceci dit, c'est ça, le côté film noir fonctionne bien, puis les acteurs sont plutôt bons, la réalisation est plutôt bonne. Ça dépend, là, mais il y a quelques trucs qui sont pas pires. Fait que voilà. Puis en ce qui concerne ma petite réflexion, la question que je me pose quand je regarde ce film-là, c'est qu'est-ce qui cherche réellement à s'exprimer? Puis même si on sait que toute la production est hyper ultra cynique, que tout le monde s'en foutait comme dans l'an 40, que le scénariste a juste botché quelque chose, il a garoché n'importe quoi, il n'y a aucune recherche, il a fait aucun effort. Aucun effort n'a été impliqué dans la production de ce film. Okay.
Mais il y a quelque chose dans l'image de cette femme-là géante qui cherche à... Tu sais, j'ai quand même l'impression qu'il y a une métaphore, là. Puis je me suis demandé la question, puis toutes les années que j'ai passé à regarder le film, je me posais la question de quoi c'est une métaphore, finalement. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'il cherche à s'exprimer? Je me suis demandé si c'était... OK, est-ce qu'il y a une lecture féministe qu'on peut faire de ce film-là? Tu sais, OK? Puis honnêtement, en regardant le film... de bonne foi, une lecture féministe de bonne foi, je trouve ça un peu difficile. Je cherche, je serais très curieux. Là. Si quelqu'un a une idée, là, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Là, je serais curieux d'avoir un point de vue féministe de bonne foi, une lecture féministe de bonne foi sur ce film-là. Mais elle n'est pas... à moins de dire que c'est parce que ça devrait être une femme forte, là, puis qu'elle devrait pas être en amour avec son mari, puis être alcoolique, mais moi, ça m'apparaît. Pour moi, ça, c'est pas une critique de bonne foi, je regrette de le dire, là, tu sais, parce que ça existe des gens comme ça, tu sais, bon, c'est ça. Est-ce qu'elle est victime du patriarcat ou de l'oppression systémique ou que sais-je? Je sais pas. Je veux dire, honnêtement, il y aurait un rapprochement intéressant à faire avec Woman Under the Influence. Ça, oui, au niveau lecture féministe, il y aurait quelque chose d'intéressant, dans la mesure où elle a été mise dans un asile psychiatrique, ça on le sait, puis personne, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est parce que personne dans la société la prend au sérieux? Ça pourrait être soutenu par le film, t'sais. Puis, est-ce que c'est... À quel point est-ce que c'est parce que les gens la manipulent, cherchent à profiter d'elle, avoir accès à sa fortune? Ça, oui, OK, en termes de lecture féministe, ça pourrait être une lecture intéressante. Puis, même chose pour une lecture marxiste, peut-être. On pourrait un peu se poser le même genre de questions que celui que je viens de voir. Puis, mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux, honnêtement. Soyons sérieux. Ouais, OK, c'est la millionnaire, elle contrôle les moyens de production. Bon, elle a un majordome. Les policiers sont corrompus. Tout le monde se fait soudoyer. Bon... Ouais, mais non, sincèrement. Bon, puis... Ça m'apparaîtrait pas convaincant, mais je continue à croire que le film essaie d'exprimer quelque chose. Dans mon bouquin ici, on parle du côté sexuel du film. Puis là, déjà, ça, je trouve ça plus intéressant. Parce que le film, j'en ai pas parlé, mais est extrêmement empreint de ce qui, pour 1950, ce qui devait paraître comme une charge érotique extrêmement torride. Il y a un French en particulier, puis je me fie encore une fois au gars qui a écrit Keep Watching the Skies, le bouquin dont j'ai parlé tantôt. Puis lui, il raconte que c'est le premier baiser à bouche ouverte qu'il a vu de sa vie. Il savait pas que ça existait là, dans les années 50, quand il a vu ça quand il était petit. T'sais. Puis Yvette Vickers, à l'époque, elle avait une très, très, très forte aura sexuelle. Là. Elle dégage la sexualité, là, un petit peu comme Marilyn Monroe, elle a un peu ce genre d'aura-là. Puis l'actrice là, qui joue... c'est ça, Alison Hayes, elle a un peu ce côté-là aussi. Puis... il y a une séquence en particulier où même pour un spectateur de 2023, OK, le mari est en train de manipuler sa femme, puis il est en train de déshabiller sa femme, qu'il a droguée, mais il fait des belles façons en même temps. Ah oui, je t'aime, prends ce cachet pour t'endormir, ça va te calmer, etc. Puis il fait ça parce qu'il veut prendre le fameux pendentif, le fameux diamant, là, le plus gros diamant sur Terre, parce qu'il veut le montrer à sa maîtresse. Peu importe. Mais pendant toute cette séquence-là, il est en train de déshabiller sa femme. Ça, c'est érotique, honnêtement. Même aujourd'hui, là, tu perçois là, que ça dégage... c'est ça, c'est franchement sexuel. On va dire ça comme ça. Apparemment, il y a un article de Playboy en particulier qui parlait de ce film-là, puis eux mentionnaient le côté fantasme de très jeunes adolescents. C'est ce niveau-là que ce film-là représentait le fantasme de une femme géante, donc elle a des seins géants, etc. N'est-ce pas? Il y a tout ce côté-là. Puis eux rajoutaient, encore une fois, une dimension psychanalytique qui pourrait être un autre axe d'analyse, à savoir le fameux le retour, le désir, n'est-ce pas, subconscient dans une certaine école freudienne, si on veut, le désir subconscient de retourner
retourner dans l'utérus, n'est-ce pas, la matrice. Bon. Puis encore une fois, certainement pour la partie freudienne, ça m'apparaît complètement n'importe quoi. Tu sais, c'est ce genre de théorie qui était à la mode dans les années 50, théorie intellectuelle, mais aujourd'hui, bon, moi, la psychanalyse, j'ai rien contre. Jung, ça j'y crois dur comme fer, mais les lectures psychanalytiques du style comme celle que je viens de décrire pour parler du film, je pense que c'était n'importe quoi à l'époque, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Mais encore une fois, tu vois, la lecture psychanalytique fonctionne pas, mais je pense pas que la lecture vraiment féministe fonctionnerait. Je pense pas que la lecture marxiste ou... Je pense pas qu'on peut analyser le film avec ces axes-là puis obtenir... tomber sur une hypothèse convaincante de ce message-là que je perçois qui m'est apparu comme véritable. Puis ultimement, ma conclusion, elle est très simple, c'est que le message que le film essaie d'exprimer, surprise, choc et consternation, c'est celui qui nous dit qu'il exprime. C'est con, hein? Mais à force d'aller chercher midi à 14h, puis qu'est-ce que c'est ce message-là? Ben, c'est une femme qui souffre énormément et qui aime son mari, mais qui sait que ce gars-là est hyper toxique pour elle, mais qui veut l'avoir juste pour elle, puis que c'est une relation hyper malsaine, puis ça finit mal pour les deux. Un peu comme dans un film noir conventionnel, si on veut, ou dans un film de Roman Polanski, là, je pense à Lune de fiel, un très 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 bon film, là, où est-ce qu'il y a un peu ce genre de dynamique-là d'une certaine manière, de couple malsain, essentiellement. Bon, ben c'est ça, puis ultimement, ouais, ok, ben la femme géante exprime la rage de, tu sais, c'est une métaphore grossière, mais hyper efficace de la rage de cette femme-là, qui finit par avoir raison de elle, puis de son mari, puis de pas mal tout le monde sur son chemin, là, pour vous vendre le punch. Donc, peut-être que c'est ça, finalement, que j'ai trouvé qui était quand même efficace dans le film, que même si tout le monde est cynique et personne est sincère dans ce film-là, il y a quelque chose quand même de suffisamment vrai dans la métaphore qui s'exprime pour que ça marche quand même. J'ai l'impression qu'ils ont été sincères par accident. J'ai l'impression qu'ils ont atteint une vérité malgré eux, en fait. Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passait vraiment dans la tête, par exemple, du gars qui a écrit le scénario, qui prétendait apparemment, j'ai pas lu l'entrevue, mais qui prétendait apparemment que c'était complètement, c'est ça, bassement cynique. Mais non, c'est ça. Il y a quelque chose de vrai dans la métaphore. Ça me fait penser à Forbidden Planet, là, le monstre de l'île. Il y a quelque chose de ça. C'est un film qui, pour cette raison-là, mérite sa place dans le panthéon de la culture occidentale, fût-ce hélas, parce qu'il est porté par ses extrêmement nombreux défauts. Et en ce qui concerne la recommandation d'aujourd'hui, c'est Kiss Me Deadly. Alors là, Kiss Me Deadly, et j'envisage extrêmement sérieusement de faire une vidéo à part pour ce film-là parce que c'est dans mes films de science-fiction préférés, certainement des années 50-60. C'est un classique absolu et total. Un film qui mérite là, d'être largement plus connu de nos jours qu'il ne l'est. Je l'ai peut-être déjà recommandé avant, je m'en souviens pas. C'est pas grave. Parce que il faut voir ça, c'est super bon. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un film noir, c'est pour ça que j'en parle. Film noir science-fiction. Puis, c'est un film de la série Mike Hammer, donc un détective hyper brutal, misogyne, etc., etc. Et ce que ça raconte, c'est que à un moment donné, il commence le film, puis il est en voiture la nuit, et sur une autoroute désertée, il tombe sur une femme qui l'arrête là au milieu. Elle a l'air de sortir d'une place... elle s'est enfuie de quelque part, manifestement. Elle demande d'embarquer avec Mike Hammer, notre détective. Conduisez-moi à la station-service, mais si on se rend pas, souvenez-vous de moi. Remember me. Mike Hammer, il l'écoute pas, il apprend pas au sérieux. Ah, c'est une femme. Il dit non. Souvenez-vous de moi, remember me. Puis comme de fait, 2 coins de rue plus loin, ils se font arrêter par des gangsters ou quelque chose comme ça. Mike Hammer se fait battre, la fille se fait kidnapper. Elle disparaît. Puis bon, puis là, il y a toute une enquête. Puis là, ça devient un film noir. OK, lui se met à chercher cette fille-là, il cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il tombe sur un complot hallucinant. Là.
une affaire pas possible. Puis ça devient de plus en plus complexe avec un réseau de complots, de trahison, de manipulation, de personnages avec 8 degrés de fourberie, dont un qui est joué par, je pense, Albert Decker, le joueur qui faisait Dr. Cyclops. Là. Il fait un des méchants là-dedans. C'est tellement bon. Puis la fin de ce film-là est de loin dans les meilleures fins de films de science-fiction que j'ai vu de ma vie. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Je pense que c'est Robert Aldrich qui a fait ça. Si vous ne l'avez pas vu, Kiss Me Deadly, là, faites un détour, là, trouvez-en une copie, écoutez-les là, aujourd'hui si vous pouvez. Là. OK. Fait que si vous avez le choix entre écouter Kiss Me Deadly ou Attack of the 50-Foot Woman, ben je commencerai par Kiss Me Deadly parce que c'est hallucinant comme c'est bon. Mais si vous avez été enlevé par un martien chauve de 50 pieds dans son satellite de l'espace qui fait bip bip, puis tout ce que vous avez pour passer le temps à bord, c'est Attack of the 50-Foot Woman. Pourquoi c'est bon? Ben parce que, les actrices sont plutôt bonnes, puis parce que la métaphore de la femme géante, puis de sa rage intérieure, puis de ses émotions intérieures, puis le défoulement de tout ça, la métaphore de la femme géante est étonnamment efficace.